Produit avec le soutien de la MDJS. Salut les amis, bienvenue dans Radio Ma'arif, c'est le podcast Icône, votre rendez-vous de chaque mardi et le rendez-vous des passionnés. Envoyez-nous des messages si vous voulez venir, on cherche du monde, venez avec des idées, venez avec des personnages à nous présenter aujourd'hui. Deux invités, Reda Lahmoud, salut. Salut monsieur. Maintenant je le sais, c'est le réalisateur qui a reçu le ballon d'or de réalisateur de Montréal, c'est bien ça? Là, je suis ballon d'or, mais en tout cas, ouais. Soulier d'or. Pichichi. Et Mouna Abdelgrini, habituée dans nos services. Elle est là, oui. Voilà, qui a la qualité de répondre à vive allure à nos convocations et à se présenter. C'est parce que j'habite pas loin. Voilà. Écoute, je sais pas de qui. On va commencer par Reda. De qui tu veux nous parler, s'il te plaît? Je veux vous parler d'un écrivain, d'un poète qui s'appelle Mohamed Khaireddine, qui est marocain et qui est très très souvent oublié quand on cite les écrivains marocains d'expression francophone, parce que quand c'est peut-être un signe de qualité. Peut-être. Très certainement. Elle essaie de mauvais souvenirs. Et selon moi, sûrement. Oui. Après, pourquoi on l'a oublié, on y reviendra, mais c'est sûr que Kansmao Driss Shraibi, pour le meilleur. Ouais, on parle souvent de Driss Shraibi comme étant. On parle souvent de Driss Shraibi. Et tu penses qu'on oublie Mohamed Khaireddine dans les auteurs marocains francophones. Exactement. Mohamed Khaireddine, c'est qui déjà? C'est quelqu'un qui est né, je pense, dans les années 40. Ouais, c'est ça, 1941. Il est né à Tiafraout. Tiafraout, c'est le fief des soucis. C'est le fief des soucis. Sans mauvais jeu de mots. Exactement. Bravo. Oui. Non, mais c'est vrai parce que je t'arrête 2 secondes, pardon. C'est vrai qu'il est souvent oublié, mais la communauté en tout cas ديال الناس ديال تفراوت وشلوح وسوسو داكشي non seulement respecté, mais كتسمع تسميه très jeune, c'est-à-dire c'est une référence. Okay. Y compris son côté rebelle, mais là je te laisse. Son côté rebelle et rock'n'roll, c'est une icône rock'n'roll aussi. Et en parlant de Tiafraout, au fait, c'est juste pour les gens qui sont jamais partis, c'est vraiment c'est rocailleux. Il faut qu'ils y aillent. Il faut qu'ils y aillent. Non, mais il faut qu'ils y aillent voir. Mais faut qu'ils y aillent voir, mais c'est rocailleux. Je pense que Tiafraout قريبة بزاف للشمس. Du coup, il fait très chaud. Il fait très chaud. Voilà. C'est l'arrière-pays comme ça, montagneux. Mais c'est très beau. Ça donne pour moi, selon moi, peut-être que c'est une des pistes pour comprendre Mohamed Khaireddine. Bon, on parle de Mohamed Khaireddine, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, on parlait tout à l'heure du tremblement de terre d'Agadir. Mohamed Khaireddine, c'est quelqu'un qui a fait des études et qui était inspecteur de la CNSS. Et on l'a envoyé au tremblement de terre d'Agadir. 1960. Voilà, c'est ça, 1960, pour voir un peu les dégâts, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Après qu'il chauffe ça l'a révolté, ça, je sais pas, ça a créé un feu en lui. Et ça a donné un roman, son premier roman, c'est Agadir. Après, ce roman, c'est pas un roman linéaire tel qu'on a l'habitude de le lire, mais c'est un roman qui mixe tellement de choses, tellement de... On sent une rage, Endo. Rage contre quoi? Contre qui? Je sais pas, mais en tout cas... Elle est là. Juste après ça, peut-être qu'il se dit, peut-être la CNSS, c'est pas fait pour moi, je vais peut-être m'engager en littérature. Et je dis m'engager en littérature, mais si devenir écrivain. Il s'engage en littérature et il s'engage en poésie. Et il cofonde une fameuse revue qui s'appelait Souffle, Anfas, avec Nissabouri, je pense, à l'époque, et Lebi, exactement. Et c'était, donc pour le rappeler, la revue Souffle, c'était la revue, on va dire, de gauche à l'époque, la gauche qui était intellectuelle et qui était engagée par rapport à des politiques, on va dire... Qui n'étaient pas très populaires auprès du pouvoir. Pas très, on va dire. Voilà. Donc, belle transition. J'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais formuler cette phrase. C'est une très très belle formulation. Moyennement populaire, voilà. Très très moyennement populaire, et du coup ça a fini par être interdit à un moment. Entre-temps, Houaï s'est exilé, il a fait le choix de s'exiler en France, et là il commence une autre carrière où il commence à s'affranchir de toutes les règles, vraiment. Et Houaï, quand il parle de ce qu'il fait, il fait de la guérilla linguistique. Il fait pas de la littérature, il fait pas de la poésie. Pour lui, les mots, c'est des armes et qu'il un ennemi. Après, libre à chacun de partir chercher ce l'ennemi. Ouais, l'ennemi, c'est l'injustice, c'est le hagra. Exactement. Voilà.
C'est ça. J'ai ramené juste pour illustrer un peu ce que je raconte. Quand on parle d'écrivain, quand on parle de littérature et de poèmes, c'est toujours bien de lire, de voir un peu de quoi on parle. Et aussi, généralement, on a cette image un peu feutrée de l'écrivain qui fait une interview, qui fait une lecture dialogue, un peu haka, drief, etc. Je vais juste vous laisser entendre l'extrait et vous allez comprendre très vite la rage qu'il avait en lui, ce monsieur. Bon, on va monter un petit peu au nord, Mohamed Khaireddine, avec les gens des vies d'Agoun Chiche. Alors, je voudrais qu'on parle du début de votre livre à la fin. Je voudrais d'abord que vous parliez d'Agoun Chiche. C'est un héros qui appartient à l'histoire du Maroc ou qui appartient à la légende? C'est un héros qui appartient à une certaine histoire, l'histoire de la Ceiba, c'est-à-dire celle de la dissidence atlassique, de l'anti-Atlas, c'est-à-dire avant 1934, exactement 34-35, avant la pénétration française, tout le sud marocain était en dissidence. C'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas le pouvoir central. À ce moment-là, évidemment, il y avait des guerres intestines, il y avait des règlements de compte entre divers clans. Et voilà. J'ai donc situé ce bonhomme qui a existé, mais c'est pas son vrai nom. On l'a appelé Agoun Chiche parce que il s'était caché dans une caverne pour échapper à ses traqueurs et il s'était couvert d'écorce d'arbres. Alors, un de ses traqueurs ayant jeté un coup d'œil dans cette caverne a dit « Il n'y a là qu'un Agoun Chiche ». C'est-à-dire, il n'y a pas d'homme ici, il y a un tronc d'arbre mort. Et c'est de ce moment-là, à partir de ce moment, qu'on lui a collé ce sobriquet. C'est un type qui appartient à ma famille, du côté maternel. Bon, alors il veut se venger parce que sa sœur a été tuée et il veut massacrer absolument tous les hommes, non seulement qui ont perpétré le crime, mais tous les hommes du village. Non, pas du tout. Non, il a massacré uniquement le clan adverse. Oui. Mais qu'est-ce qu'on appelle le clan? Le clan, c'est-à-dire une autre, pas une tribu. On n'est pas ici en pleine ethnologie. C'est un clan, c'est-à-dire des ennemis à lui, tout particulièrement. Oui. Donc après... de toute façon, par rapport à l'écrivain feutré dont tu parlais, c'est un modèle. Mais quand tu écoutes, par exemple, Mohamed Choukri ou que tu écoutes Bukowski, qui a fait... Tu fais une très belle image. Pour moi, c'est le Bukowski de Maghreb. Pour moi, c'est Bukowski. Il est plus brutal et révolté que n'importe quel punk rocker qui va arriver. On n'est pas, comme tu dis, dans ce monde de l'intellectuel de salon. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Bernard Pivot, allez regarder encore une fois. Moi, chaque fois, je donne des liens YouTube vers voix. Il a été invité 74, je pense, ou la 73, apostrophe, chez Bernard Pivot. Et on aime bien, surtout quand on est devant un étranger. Et tu vois la quintessence de Nefs al-Mghribiya ou Nefs de Ould Tafraout, qui est parti à Paris, qui se bat contre un plateau. Il y a des répliques un peu pas sympas qu'on lui donne et il laisse pas passer. Et il laisse pas passer. Et il les shoot. Et il gagne par KO cet affrontement chez Chouéa. Allez le voir, c'est un grand moment télévision. Après, allez le voir. Et en tout cas, il continue à écrire. À un moment, peut-être il se dit, il revient au Maroc. Il dit chauffe Snoukaïn pour voir un peu si les choses ont changé. Et du coup, il revient à Tafraout. Et c'est là qu'il écrit d'autres livres. Bon, j'ai pas beaucoup cité de livres, mais en tout cas, il écrit Le Déterreur, il écrit Les gens des vies d'Agoun Chiche. Au fait, quand on lit, encore une fois, je l'ai dit au départ, c'est pas linéaire. Parfois, il commence par un paragraphe de prose et il le finit par un poème et qui me chie dans une vision, je sais pas moi, très imaginaire, qui me des trucs d'Il-Jnoun, etc. Et à un moment, il revient à un truc bassement terre à terre et opposant politique, etc. C'est vraiment le maelstrom, واحد الفوضى, vraiment داير فوضى في الكتاب ديالو وعنده واحد الفوضى et j'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est la quintessence de l'artiste libre pour moi ديال المغرب. Dans le fameux passage d'El Pivot aussi, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans l'anticolonialisme très tôt. Avant que ça soit trendy, parce que d'abord, quand c'est décolonise, dance floor, décolonise, nanana, post et le mec était engagé là-dessus, et devant Pivot, à un moment, il appelle même pas ça ni protectorat, ni colonisation, il appelle ça la pénétration française. C'est dire. Les auteurs marocains d'expression française, tu as parlé de Driss Chalabi, c'est lui que je pense dans Passé Simple, il y a une espèce de déchirement dans leur travail, parce que
il y a un côté identité et il en même temps dénonce ce tu qu'il est utilises fait. la loi, tu utilises la langue de, C'est ça. entre guillemets l'ennemi. De ton oppresseur. Voilà, Ouais, on ouais. l'utilise d'ailleurs Ouais. encore maintenant. Et en même temps, est-ce que l'ennemi est vraiment un ennemi? Oui. Ah. Et Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'ennemi n'est pas intérieur aussi? Voilà, La dualité, voilà. Et est-ce que ouais. c'est vraiment sa langue? Ah. Est-ce que c'est vraiment sa langue? Ah. Est-ce que c'est pas la tienne à partir du moment où tu la pratiques, l'utilises? Katib Yassine a un peu Voilà. réglé ce problème. قال لك c'est un butin de guerre. Ouais, c'est un Le butin français de est un guerre. butin de guerre. C'est un butin de guerre. Et du coup, c'est très guerrier. De قبيله كان Ouais. des images guerrières. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est le de la français, guérilla, parce c'est que ça. le français encore à ce jour, Ah. qu'on le veuille ou non, Salut. est un marqueur culturel et identitaire. C'est pas une langue. Et de classe. C'est pas une langue. Si tu Toujours apprends le russe ou tu apprends l'anglais, c'est un outil. Et le français, ça te pose dans un endroit de la société, dans la vision commune qu'on peut avoir. C'est un héritage de la colonisation. C'est vrai. Et c'est vrai, pas qu'au Maroc et pas que dans les pays qui ont vécu la colonisation en plus. C'est vraiment une langue qui a ce timbre-là. Je veux dire, même dans des pays anglophones, quand on parle français, ça, Oui, ça te les Russes positionne apprenaient, automatiquement. les nobles russes apprenaient le nobles français. russes, Voilà, exactement. voilà. Aux États-Unis, Si vous c'est voulez ça. en savoir plus sur Mohamed Khayreddine, à part lire ses livres, parce que de toute façon, nous ne saurez que vous conseiller, il y a également un texte de Nadia Bielou qui s'appelle L'éclatement d'un moi égaré. Voilà. Si vous voulez comprendre un peu les techniques d'écriture, la narration dans la forme et dans la temporalité qui est complètement... voilà, il y a une analyse là-dessus. Et ouais, il regrettait, en parlant de langue, il regrettait de ne pas pouvoir le faire en arabe, parce qu'il ne maîtrisait pas l'arabe. Et il ne le faisait pas, il le faisait en français. Ouais. Et il te disait, moi, si je maîtrisais l'arabe aussi bien que le français, j'aurais écrit en arabe. Mais il n'a pas fait. Et pour l'anecdote, à la toute fin, il rentre finalement, il tombe malade, et il rentre au Maroc à la fin, et il meurt le 18 novembre 1995. Ironie du sort. Voilà, ironie du sort, le jour de la fête de l'indépendance, il meurt. Voilà. Écoute, merci pour ce récit. C'est une icône peut-être pas mainstream, peut-être pas méconnue, mais pour moi c'est vraiment l'icône dans le côté... moi j'ai des souvenirs, avant même de le lire, de ce personnage qu'on cite un petit peu, justement, tout à l'heure tu l'as comparé à Bukowski, c'est vraiment pas ça, c'est-à-dire même dans le regard des adultes que tu respectes maintenant, tu vois le tiraillement dans leurs yeux entre l'admiration pour cette personne et cette espèce de... On peut pas dire qu'on le respecte et que c'est tu vois, cette espèce de dualité entre rock'n'roll un peu trash, mais qui fait adhérer beaucoup de gens qui lui ressemblent pas à ses idées. Il y avait cette espèce de torture. Après ça, il a été un peu oublié ou effacé de la mémoire collective, peut-être pour ce côté-là, parce que c'était pas très consensuel, on va dire. Donc, lisez-le. Yes. Oui, allez-y. Et même, non, mais je termine juste sur un petit détail, mais en fait, c'est son charisme, en fait, quand tu le regardes. Regardez les foyers, très peu de photos, hein, mais sur Google. Les extraits vidéo. Voilà, il y a un bonhomme qui est en défi, quoi. Oui. On n'est pas. Il rigole jamais, en fait. Voilà. En fait, je vous défie de trouver une photo qui sourit, maquinage. Et avec, et Khayreddine, c'est une gueule. C'est quelqu'un qui a deux yeux et qui a un œil. C'est un petit poireau qui a le front. Ses admirateurs pensent qu'il a un troisième œil, parce qu'il est clairvoyant, il voit deux choses que les gens ne voient pas. Et voilà, mais si vous allez voir la vidéo Maëv Pivot, vous allez comprendre très vite le charisme et le magnétisme qu'il avait. Merci beaucoup. Merci à vous. Grande icône, ouais. Tu veux nous parler de qui, Moulin? Les gens savent, Reda, parce que tu sais, il y a des titres sur les podcasts. Je l'ai appris au bout de... Donc du coup, on présente pas en fait. Avant, je faisais des cuisines et tout, mais en fait, ça servait à rien. C'est l'arroseur arrosé. Je parlais de Choumicha, cher ami. Oh, quelle surprise! Choumicha, quelle surprise! Et en plus, je vais vous demander à tous de participer à cette prise de parole. On a dû attendre, pour information, on a dû attendre à la fin du Ramadan pour pouvoir faire ce podcast. Déjà, pour ne pas heurter les gens. Non, mais en plus. On se heurtait nous-mêmes déjà. Non, mais en plus, Choumicha, c'est une icône. Une vraie icône, limite, c'est pas la peine de le dire parce que c'est évident. Et je maîtrise pas le personnage, c'est-à-dire pour moi c'est une icône parce qu'elle est là, on peut pas l'ignorer, mais je sais pas grand-chose sur elle. Donc en même temps, je prends des pincettes, j'ai pas envie de dire des bêtises, même si je suis farfouillée dans sa vie. Donc du coup, je vais parler de la Choumicha que je connais et encore une fois, je vais faire des souvenirs d'enfance avec ce qui arrive aujourd'hui et pourquoi pour moi c'est une icône. Déjà, Choumicha, c'est un nom que j'ai entendu quand j'étais toute petite, à l'époque où on regardait justement la télé religieusement et où il y avait cette jeune fille qui tournait les lettres, l'émission d'Yalla Rachid Fouka qui s'appelait Le mot juste, me semble-t-il. Et petite, j'avais jamais entendu ce prénom Choumicha et forcément ça m'intriguait. Mais il n'y a qu'une seule Choumicha en fait. Oui, justement. Je ne connais personne qui s'appelle Choumicha. Alors, apparemment, c'est vrai, c'est un prénom, mais je pense plus en Tunisie et tout ça. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était une espèce de surnom, les Chihaja, et je visualisais un soleil. Comme en plus, toujours très souriante, donc c'était Choumicha, c'est déjà ce nom.
qui très jeune, dans le paysage audiovisuel, là, je pense que c'était dans les années 90, 95, je pense elle faisait ça. Déjà, Dhrelat, je pense, dans les foyers des gens, d'une manière ou d'une autre. Mais Choumicha aujourd'hui est une icône parce qu'elle est, j'ai presque envie de dire, omniprésente dans plusieurs sphères, dans plusieurs modèles, dans plusieurs domaines d'activité. Mais l'omniprésence a pour danger qu'en général, il y a un ras-le-bol, il y a une espèce de rejet. Et Choumicha, je sais pas comment elle s'arrange, mais elle a cette espèce de statut d'icône, juste aimée, validée par tous, quel que soit le milieu, le contexte. Transgénérationnel. Exactement. En fait, tout le monde aime Choumicha. Voilà, j'ai fait une phrase très compliquée pour dire ça, mais le truc Mais c'est sans que aucune exception. sans aucune Je ne exception. connais personne qui a une autre Et position. le truc, c'est que n'importe quel truc, c'est ça. Brigitte Erdős, le traditionnel, tu vas avoir une armée de fans quand on repense à ces émissions lancées au début des années 2000 chez Wat Bladi, ce côté où chez Wat Choumicha, chez Wat Bladi, où elle faisait le tour du Maroc. Voilà, et elle a permis à beaucoup de découvrir de mettre la lumière sur des spécificités culinaires de régions, etc. Il y a chez Wat Choumicha qui a démocratisé la cuisine et moderniser la cuisine, parce que bon, la cuisine a toujours été démocratique, mais plus vulgariser, glamouriser, embellir tout ça. Et il y a le fait que Choumicha est un mot aujourd'hui, bon, on dit que c'est un prénom rare, mais aujourd'hui c'est un adjectif aussi. Donc ça fait presque peut-être même le dictionnaire et la longévité et le fait d'être tout le temps dans son époque. Donc je me souviens de cette jeune fille qui travaillait à la télé pour Rachid Fkak, une émission, mais on se souvient tous du côté femme entrepreneur quand elle est devenue sa propre productrice et faisant ses propres émissions dans sa propre cuisine. On connaît la marque Choumicha aujourd'hui. La restauratrice aujourd'hui. La restauratrice. À Dubaï, c'est ça. Un peu partout. Le fait d'être invitée dans des émissions culinaires un peu partout. Elle est traduite, elle est connue ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment... C'est le mot que tu n'aimes pas. Elle est glorieuse. Elle est glorieuse. Voilà. Là, j'étais mal à l'aise que tu me l'adosses, mais sinon glorieuse est un mot que j'aime beaucoup. Elle est glorieuse et c'est une icône. Je veux dire, je pense que c'est un ton. Parce qu'elle est toujours, elle a une voix qui est toujours souriante. Le sourire, le côté. La fameuse phrase qui te hérisse les poils souvent dit que la tradition et la modernité. Je sais pas comment te dire, c'est comme si elle avait effacé ce mot-là. Elle te dit en fait cette kharbeq, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'asala, il n'y a pas de modernité, il y a ce que tu es et Choumicha et Choumicha. En fait, voilà, c'est. Ouais, je peux rajouter beaucoup de choses. Je suis submergé d'émotions. Voilà. Parce que Choumicha quand même, elle s'est intéressée, elle a incarné un domaine que nous aimons tous, qui est la cuisine marocaine. Marocaine surtout. Je peux te garantir que j'ai beaucoup de réserves sur beaucoup de choses, mais je suis un patriote un patriote culinaire. C'est que je suis convaincu qu'on a de quoi ici ravir. Après, bon, on en fait ce qu'on en fait, mais on mange bien. Quand on fait des efforts, on mange bien. Confirme. Voilà. Et y compris dans la street food, exactement. Oui, il y a de quoi, voilà. Partout. Et cette dame-là a incarné ce truc-là qu'on aime tous. Et elle l'a fait avec passion, elle l'a fait avec talent. Et tu as dit quelque chose rapidement. Tu as dit, voilà, on l'a vu partout ou et je vais te dire pourquoi, parce que encore une fois je vais le dire pas en français, c'est-à-dire que quand tu arrives à un certain niveau de notoriété dans notre pays, tu es soumis à des sollicitations qui peuvent quand même parfois te plomber un peu dans les abysses de la qualité, parce que les sollicitations se multiplient, les portes s'ouvrent, la tentation est là à garder sa dignité, sa qualité et continuer à faire ce que tu as envie d'incarner sans manger à tous les râteliers pour rester dans la cuisine et machin. Et ben c'est pas à donner à tout le monde. La preuve, il y en a très peu. Et elle en fait partie et elle incarne tu vois, on l'a jamais vu en train de nous donner des leçons pénibles sur des messages foireux. On n'a jamais vu ça. On l'a toujours vu en train de nous parler de choses qu'on aimait. Et dernier petit détail très marrant, c'est quand je suivais les émissions, parce que parfois j'aime bien regarder, et nous rajoutait toujours il y avait les termes qu'on connaissait, qu'on utilisait dans nos cuisines, et parfois il y avait un petit bonus arabe classique. C'est comme ça que j'ai appris que c'était que le karnabet. Le karnabet, c'est le chou-fleur, par exemple. Voilà. Voilà, c'était fait partie des petits bonus qu'on a donné à Choumicha. Mais c'est une dame magnifique. Voilà. Et pour la petite histoire, en 2005, elle a été élue parmi les personnes les plus populaires d'El Maghreb, mais les votes, quand ils ont été comptabilisés, venaient de 54 pays différents. Donc en plus, parce qu'avec la télévision, la parabole, c'est qu'en plus, c'est une icône territoriale et worldwide aussi, absolument. C'est notre héroïne, voilà, très bien. Et et j'ai pas trop farfouillé dans la vie, mais je vois pas trop l'intérêt de raconter je sais qu'elle est originaire de la région de Stade, mais voilà, de toute façon c'est. Non, mais on va lui si elle tombe sur ce podcast, qu'elle vienne elle-même
Tu veux manger, c'est pour Raconter ça. son histoire. Auquel nous invite Tu veux à manger. dîner. À vous. Voilà, Non, iftar. mais voilà, j'ai un peu hésité à la proposer parce que je me suis dit big icône, quoi, comment l'appréhender, mais au final, je me suis dit Elle doit icône être dans obligée. cette Voilà, et histoire. elle doit y être. Il n'y a aucune absolument. liste d'icônes marocaines Voilà. qui serait valable sans Sans cette chou. dame. Exactement. Adam Akan. Eh ben, écoute, c'est cool. Voilà. Il y a tellement de choses. Enfin, ça tombe sous le sens. Voilà. C'était peut-être un des premiers noms qui vient en tête quand on parle de. d'icône. Exactement. Merci Mona. Avec plaisir. Merci On Reda. devait jamais jouer. Merci beaucoup. C'est Pavlov. Pavlov, c'est Choumicha, je commence à saluer. Merci les amis, à la semaine prochaine. Ciao. Produit avec le soutien de la MDJS.